Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Vous êtes maire de Grenoble et membre d'Europe Écologie Les Verts. Alors en ce moment on parle beaucoup de la mobilisation des Gilets jaunes, mais aussi plus récemment de celle des lycéens. C'est quoi la situation à Grenoble ? C'est une situation où la colère monte. Je trouve que face à ce mépris, face à cette absence finalement de justice sociale, cette absence d'écoute, ça monte de partout. On l'a vu, les pompiers, les ambulances, les gilets jaunes et maintenant les lycéens. Avec à Grenoble déjà un drame hier avec une jeune lycéenne qui a été blessée par un flashball. C'est un mouvement écologiste, le mouvement des Gilets jaunes ? C'est un mouvement hétéroclite, mais de fait, c'est un mouvement qui sent bien qu'il est broyé aujourd'hui par la bulle des 1%, hein, qui finalement, dont l'idée, voire même la philosophie, c'est de prendre à ceux qui n'ont pas grand-chose pour le donner aux 1% en espérant que par la merveille du ruissellement, tout le monde va en profiter. Donc de fait, c'est une aspiration à faire partie du mouvement, à contribuer, à faire partie de la cité. Le moratoire de 6 mois sur la taxe sur le carburant qui a été proposé par le gouvernement, ça vous paraît courageux, comme l'a dit Nicolas Hulot, ou complètement à côté de la plaque, comme le disent la plupart des gens à gauche ? C'est pas tellement une courage ou à côté de la plaque. De toute façon, ils sont enfoncés là dans une nasse parce que cette posture initiale du mépris, hein, ce discours sur ceux qui fument leur clope dans leur voiture diesel, tout cela en fait ça transpire. La baisse la suppression de l'ISF et la baisse des APL, la jonction se fait. Les gens ne sont pas bêtes, hein, ils voient bien qu'on frappe le logement social, qu'on frappe les contrats aidés et que finalement on donne de l'argent à ceux qui en ont déjà énormément et qui n'en ont pas forcément un usage extrêmement réjouissant, ni pour la planète, ni pour la société d'aujourd'hui. Donc là, maintenant qu'ils sont dans une nasse, il y a un moment où il faut recréer une capacité de dialogue et d'écoute. Si ça passe par ça, mais c'est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait surtout, hein, quelle est l'écoute derrière. Et du coup, c'est quoi la réponse que vous pourriez proposer, vous, à cette crise ? D'abord, c'est effectivement, on est, nous, à Grenoble, engagés dans un municipalisme volontaire, hein, une transition écologique et solidaire. Finalement, c'est ça qui est important. Le changement, évidemment, est nécessaire. Mais il faut accompagner ce changement, le faciliter, le faire émerger, et puis que tout le monde soit contributeur, tout le monde soit affilié au changement. J'aime bien ce terme de Jacques Toubon qui dit que le problème de la société aujourd'hui, c'est la désaffiliation. Et je crois que c'est ça, cette colère qui émerge, c'est que cette désaffiliation, il se considère plus, n'étant plus finalement partie de la société, étant juste broyé. Donc ce que nous faisons à Grenoble, c'est on avance là-dessus avec des espaces de gratuité pour la culture, pour les transports scolaires. Pour l'instant, on a divisé par 2 le tarif des transports pour les 18-25 ans. On mobilise 3,5 millions d'euros pour pouvoir avoir des repas à 77 centimes dans les cantines scolaires, des repas qui sont à 50% bio, local, avec maintenant plus d'un repas par semaine végétarien. C'est finalement aussi sur l'énergie, hein. On a à la fois poussé, hein, la question de l'accès aux droits est fondamentale. Il y avait 1000 personnes qui accédaient aux tarifs sociaux quand on est arrivé, il y en a plus de 7000 aujourd'hui. Et dans le même mouvement, nous avons investi pour qu'en 2022, on couvre l'ensemble des besoins électriques des Grenoblois par une énergie ni fossile ni nucléaire, 100% renouvelable. C'est ce qui se passe aussi quand on fait de la végétalisation en ville, quand les habitants se saisissent de ces jardins pour faire une agriculture urbaine qui n'est pas que juste de l'action ensemble, qui est déjà extraordinaire, mais qui est aussi une agriculture nourricière. C'est tout ça en fait qui fait que on voit qu'on fait société ensemble, on fait humanité ensemble et qu'on trace un destin commun. Alors, il y a une des revendications, des multiples revendications des Gilets jaunes, qui est le moins d'impôts. Il y a quand même une sorte de ras-le-bol fiscal qui s'entend dans tout le pays. Et hier, Édouard Philippe déclarait « Nous voulons moins d'impôts et cela peut faire l'unanimité dans toutes les familles politiques ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, c'est la jonction d'un monde ultralibéral. Hein. On a là une vision de la société portée par Macron, ultralibérale et sécuritaire, et qui engendre une violence très forte, hein, qui
qui finalement vient cristalliser une violence qui était en germe dans la société depuis maintenant 20, 30, 40 ans. Et de fait, pour plein de gens, un impôt dont ils ne comprennent plus le sens, puisque ça ne leur offre pas de moyens supplémentaires, de solutions supplémentaires pour se déplacer, ça ne leur offre pas des services publics de proximité qui se retirent, et ils ont juste l'impression qu'on leur prend des sous pour des fins de mois qui sont difficiles, pour financer l'ISF, la flat tax pour les transactions financières, l'absence de taxes sur le kérosène. Donc finalement, c'est pas de l'impôt qui sert à transformer, à vivre au quotidien et à transformer, à se préparer à l'avenir, c'est de l'impôt qui sert à nourrir la bulle des 1%, qui est en train de faire sécession. Et ça, je crois que c'est un virage assumé maintenant. Avant, c'était latent, hein, il y avait des critiques autour de ça. Maintenant, c'est un discours philosophique, voilà, de repli sur soi. Finalement, les amis, nous ne sommes pas de la même espèce, hein, nous ne sommes pas de la même humanité. C'est ça qui transpire de toute la politique de Macron. C'est ça qui transpire quand il parle des premiers de cordée et de ceux qui ne sont rien. Et c'est ça finalement que les gens se prennent en pleine gueule et ils disent non, là, mon petit ami, ça marche pas. Alors, il est aussi beaucoup question d'aménagement urbain. Des mauvais choix ont été faits en la matière pour éloigner les habitants de leur lieu de travail. Comment on revient sur 30 ans d'urbanisme et de mauvaises décisions en matière urbanistique ? On peut, en regardant l'espace public non plus comme un espace de circulation qui serait là pour surexciter nos pulsions consommatrices, mais en regardant l'espace public comme un espace de projet, un espace où finalement qui est un espace commun, en s'accaparant la question des biens communs et leur gestion, l'eau, le chauffage, l'électricité, tout cela c'est des biens communs, tous ces réseaux, et finalement en s'impliquant dans cette vie-là, c'est ce que nous faisons à Grenoble, c'est là que l'individu, le collectif et la puissance publique font alliance pour transformer les choses. Et évidemment, il nous faut arrêter, parce qu'il y a quand même une fuite en avant, hein. Il y a plus d'une trentaine de projets de centres commerciaux géants dans les périphéries aujourd'hui en France, et il y en a un à Grenoble. Il y a toujours des projets mirobolants de nouvelles autoroutes, il y a toujours, on a à Grenoble là un débat qui redémarre sur un village vacances, une bulle tropicale à 30 degrés dans des terres froides, alors que nous sommes une sentinelle du dérèglement climatique. Grenoble, les Alpes sont frappées 2 fois plus vite par le réchauffement climatique et ça vient frapper toute une économie. Donc tout ça montre un petit peu que même dans cette phase de crise, il y en a qui accélèrent et qui finalement font sécession, et alors qu'il nous faut faire humanité ensemble et donner du sens, qu'on ait un sens chacun dans ce changement. Donc c'est un problème de direction des investissements. Il faut réorienter les investissements. Direction des investissements et de l'usage de l'impôt, évidemment, de façon fondamentale. On ne peut pas comprendre qu'on abandonne les taxes sur les transactions financières, alors que là, il y avait un consensus politique fort. On abandonne cela pour finalement avoir un ruissellement, non pas de choses positives, mais un ruissellement d'austérité, avec une recentralisation. Hein. Ce pouvoir est un pouvoir qui recentralise, comme tous les pouvoirs ultralibéraux sécuritaires. Évidemment, c'est la figure jupitérienne. Mais la figure jupitérienne, la figure royale, parfois en France, effectivement, elle est bousculée. Et vous, par exemple, comment on va vous supprimer la taxe d'habitation petit à petit. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Grenoble? D'autant plus que voilà, la dotation globale de fonctionnement ne va pas non plus augmenter de façon considérable. C'est fondamental, cette recentralisation, c'est fondamental. On a perdu 1 mois de budget depuis le début du mandat. 1 mois de budget. Il se trouve que Grenoble avait une situation financière déjà critique. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts parce que les impôts locaux posent des problèmes sociaux et ils sont payés par essentiellement les couches moyennes et populaires, surtout dans les villes nouvelles comme Grenoble, hein, qui avait au-delà de son cœur ancien, qui a explosé dans les années 50 et 60. Donc nous avons fait ce choix-là. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est une recentralisation, une mise sous tutelle, finalement, alors que la COP21 a insisté sur le fait que c'était dans les territoires que les projets émergeaient, c'est dans les territoires que nous faisons le choix, nous, de la tarification sociale de l'eau, d'une énergie, je l'ai dit, ni fossile ni nucléaire, de la réhabilitation thermique des bâtiments, d'avoir des coopératives citoyennes qui équipent les toits des écoles de panneaux photovoltaïques, d'ouvrir des centrales photovoltaïques sur des anciennes mines de charbon. C'est tout ça que l'on fait et finalement tout ça qu'on vient casser. Alors ce soir, vous serez en réunion publique avec Julien Bayou, qui est candidat à la candidature Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. À quoi ça sert une liste écologiste à Paris? Elle n'est pas écologiste, la politique de la maire de Paris, Anne Hidalgo?
Alors, il se passe évidemment beaucoup de choses et Anne Hidalgo construit une politique courageuse. Les écologistes n'y sont pas pour rien parce que ce sont des porteurs de sens, des porteurs de projets de société, avec un enjeu très fort pour les écologistes dans la période actuelle. Le bipartisme s'est effondré. Macron en est son avatar ultralibéral. Et donc nous avons un espace à reconstruire et quelque part nous sommes aujourd'hui des petites étoiles un peu éclatées. Donc tous ceux qui, parmi les écologistes, voyaient deux missions dans l'écologie politique, celle de lanceur d'alerte. Maintenant, l'alerte est lancée. Je crois que tout le monde a bien compris le message et le départ de Nicolas Hulot du gouvernement a renforcé ce message si besoin était. Et de l'autre, ceux qui se voyaient satellites finalement du pouvoir et supplément d'âme d'un pouvoir essentiellement socialiste. Ceux-là finalement n'ont plus d'espace non plus parce qu'il n'y a plus ce bipartisme auquel se rattacher. Donc nous sommes maintenant en responsabilité de proposer des projets à vocation majoritaire. C'est ce que nous avons fait à Grenoble en 2014. Je crois que c'est le défi dans l'ensemble des villes pour 2020. Donc le défi, c'est rassembler la gauche. Le défi, c'est de porter. On a rassemblé des gens qui étaient sincèrement de gauche, des citoyens engagés, qui venaient de tous bords, et des écologistes qui ont construit une maison commune, qui ont construit vraiment une maison commune. Ce n'était pas une coalition et une négociation de programmes, c'est une construction collective qui a été soutenue ensuite par des formations politiques, par des réseaux citoyens. Et c'est ça qui permet d'avoir de la place pour chacun, d'avoir de l'envie, d'avoir du souffle et finalement de viser la victoire plutôt que de viser derrière d'être des satellites. Donc l'enjeu il est là et il sera là à Paris évidemment en 2020 avec, on le voit aujourd'hui, la multiplication des candidatures de La République En Marche. Et l'état de la gauche actuel, c'est-à-dire quand même relativement, voire très éclaté, ça vous inquiète pas trop? À la fois c'est une crise. Dans la crise, dans le caractère chinois, c'est à la fois un risque et une opportunité. Évidemment, la situation politique c'est un éclatement, mais d'un autre côté, par rapport à un PS qui était hégémonique et qui était complètement déviant politiquement. C'était un syndicat d'élus, un syndicat de copropriétaires qui ne portait plus grand-chose en matière de projet de société. Là, c'est plutôt une chance parce qu'on a aujourd'hui une capacité à former un arc qui a une vocation majoritaire, ce qui n'était pas possible quand le Parti socialiste finalement était gestionnaire et petit à petit dérivait lentement mais sûrement et de façon plus ou moins assumée vers une politique qui n'était plus une politique de transformation ni de solidarité là pour aujourd'hui, ni de transformation sociale. Donc moi je vois ça plutôt comme une opportunité aujourd'hui et une capacité de fédérer toutes ces étoiles pour se dire nous faisons partie d'une même galaxie en pratique et cette galaxie-là, elle est majoritaire culturellement. À nous d'être assez ambitieux, assez responsables pour la transformer en majorité politique. Merci beaucoup Éric Piolle. Merci à vous.